Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'or, car comme j'aime le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, cartisard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Et comme à notre habitude, nous allons nous interroger. Kiev, pilonné par la Russie, où est passé l'Occident et sa grande gueule? C'est notre grande interrogation. Kiev, pilonné par la Russie, où est passé l'Occident et sa grande gueule? En tout cas, nous nous interrogeons simplement. L'Ukraine s'est réveillée sous un déluge de feu lundi matin 10 octobre 2022. Les frappes ont fait au moins 11 morts et 89 blessés à travers le pays. De nombreux bombardements ont touché d'ailleurs des infrastructures énergétiques. On nous fait savoir que là-bas, eh bien, c'est le chaos total. Tout Kiev est actuellement dans l'obscurité. C'est un changement profond dans la nature de cette guerre et surtout de cette opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine. Selon Emmanuel Macron, ce lundi 10 octobre 2022, des bombardements russes d'une ampleur inégalée depuis des mois ont frappé l'Ukraine 2 jours après l'attaque du pont de Crimée. Selon les autorités ukrainiennes, 83 missiles ont été tirés par Moscou, dont 43 ont pu être interceptés. Ce sont les informations qui nous viennent en tout cas du côté de l'Hexagone, des infrastructures énergétiques, mais aussi des cibles civiles dont une aire de jeu ont été touchées. Les frappes ont fait au moins 11 morts et 89 blessés à travers le pays, selon un bilan de la police ukrainienne fait en fin de journée de lundi matin. Eh bien, il faut préciser par ailleurs que lundi 10 octobre 2022, les tirs militaires ont eu lieu à 8h15 heure locale lundi matin, selon la présidence ukrainienne. La plupart des bombardements ont touché d'ailleurs le centre de la capitale ukrainienne, une première depuis le début de la guerre. À 8h05 heure locale, la police ukrainienne dénombrait au moins 5 morts et 12 blessés à Kiev. Des bombardements massifs ont aussi touché Zaporijia au sud du pays. La même nuit, nous dit-on, eh bien le matin du lundi 10 octobre, les autorités ont relevé des frappes de missiles sur la ville de Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine, et plus nouvellement, eh bien, des frappes sur des villes à l'arrière des lignes de front, et surtout comme Lviv ou encore Ternopil, dans l'ouest du pays. Il semble que ces frappes soient aussi un début de réponse de la Russie 2 jours après l'explosion du pont de Crimée. Le président russe Vladimir Poutine doit réunir son conseil de sécurité dans la journée de lundi. Il faut préciser pourquoi nous nous interrogeons aujourd'hui. Kiev, pilonné par la Russie, où est passé l'Occident et sa grande gueule? En tout cas, c'est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Matengene qui est avec nous ce matin. Jonathan Matengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngos, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs. Ils sont nombreux qui nous envoient des messages, qui nous font comprendre qu'ils suivent l'émission et c'est toujours un plaisir que d'être là pour répondre à vos questions, toujours pertinentes et d'actualité. Très heureux de vous avoir, Jonathan Matengene. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau, le plateau de Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Eh bien, vous le savez, le 10 octobre dernier, la Russie a pilonné Kiev, qui est la capitale de l'Ukraine, depuis le mois de février dernier, où l'opération militaire spéciale de la Russie avait démarré. On n'avait pas vu une telle ampleur, on va le dire, du côté de l'Ukraine. Tout à fait. On entre dans une nouvelle phase. Il faut le dire, c'est la troisième phase du conflit. La première phase dans l'opération militaire spéciale, selon les autorités de la Fédération de Russie, il fallait neutraliser les capacités militaires de Kiev et on a assisté à des bombardements qui étaient d'une ampleur, à cette époque, on disait, inégalée, parce qu'ils ont frappé le même jour sur toutes les grandes villes et toutes les grandes bases militaires d'Ukraine. Seulement, le commandement russe a reconnu qu'il y a eu des erreurs dans la première phase. Il y avait des accords entre les officiers ukrainiens et les officiers russes qui allaient dans le même sens que lors de l'opération de la reprise de la Crimée par la Russie. C'était que les autorités militaires d'Ukraine n'allaient pas se battre contre les autorités militaires de Russie et que les combats devaient plutôt avoir lieu contre les groupes néo-nazis ultranationalistes ukrainiens.
Les Russes se sont vus tout à fait bernés dans ce deal qui était officieux, mais qui était bien connu des officiels des deux pays. Et les Russes ont subi une contre-offensive de l'armée ukrainienne, ou du moins une résistance de l'armée ukrainienne qui, à cette époque, avait été assez inquiétante pour les autorités russes. Ils ont dû donc changer le cap. Ils ont décidé de se concentrer sur la démilitarisation et la dénazification avec la récupération du Donbass, dans les deux républiques de Donetsk et de Louhansk. Et avec cette opération, on a vu qu'ils ont réussi l'opération de démilitarisation, parce qu'on parle de près de 400 000 personnels militaires ukrainiens qui ont déjà été éliminés. Et on a vu aussi dans l'opération de dénazification la perte ils ont réussi à éliminer les éléments des groupes comme Azov, oui, qui était un groupe néo-nazi. Ils ont réussi à éliminer les principales bases d'entraînement de tous les groupes néo-nazis. Mais pour tenir cette résistance, désormais, on a vu une assistance accrue de l'OTAN à l'Ukraine. Et donc, la troisième phase intervient dans un cadre où on n'a plus affaire simplement aux forces ukrainiennes, on a affaire aux forces de l'OTAN qui sont en première ligne et se battent simplement sous drapeau ukrainien. Donc cette troisième phase, elle intervient aussi dans une situation où le régime ukrainien a multiplié des attaques contre des personnalités, des attaques terroristes contre des personnalités et des sites stratégiques de la Fédération de Russie. Vous avez vu l'attaque du pont de Crimée, vous avez vu l'attentat contre Dugina, Platonova Dugina, Daria, qui a été tué par les services spéciaux ukrainiens. Vous avez vu l'attaque contre Adrien Bocquet, citoyen français, qui a été attaqué en Turquie au couteau. On a failli l'égorger parce que ce dernier avait constitué, il était membre de l'équipe d'inspection de la centrale de Zaporizhzhia avec l'AIEA. Donc la multiplication de ces attaques terroristes de l'État d'Ukraine a fait en sorte que la Douma, qui est le Parlement russe, a voté désormais une résolution suivant laquelle l'État ukrainien est désormais considéré comme une organisation terroriste et l'opération en Ukraine est désormais une opération antiterroriste, d'où cette troisième phase du conflit. Peut-on dire aujourd'hui que l'Occident est terroriste, comme le dit d'ailleurs la Douma? Le dit ne serait pas erroné, parce qu'il faut noter que le terrorisme émerge même avec l'Occident beaucoup plus. Le terrorisme émerge, et on ne le dit pas assez, sur les terres africaines, dans le cadre de la rivalité franco-britannique. Les Français vont multiplier des opérations, surtout entre le Soudan français et le Soudan britannique, des opérations sous cap, en utilisant des populations locales pour terroriser les soldats et les milices fidèles à la Grande-Bretagne. C'était pour eux une manière de laver l'affront de Fashoda. Ils ont continué avec ce terrorisme au niveau du Maghreb. Ils l'ont plus tard encore expérimenté au niveau du Liban. Donc ils sont montés graduellement dans la fabrique du terrorisme, et les grandes opérations terroristes comme Al-Qaïda, on sait que les grandes organisations terroristes comme Al-Qaïda, on sait qu'elles ont été fabriquées par la CIA. Donc l'Occident a toujours fabriqué du terrorisme pour agir sur les territoires étrangers. Vous connaissez par exemple, il y a une organisation qui travaillait avec le SDES français au niveau de l'Algérie. C'était une organisation terroriste, et cette organisation était réputée terroriste, mais était une organisation qui travaillait, et ça c'est un capitaine du renseignement, un capitaine du SDES qui fait cette confidence au journal L'Humanité. Il fait cette révélation où il reconnaît qu'ils ont utilisé un groupe terroriste pour commettre des attentats. Et leurs attentats ne se sont pas limités. On parle des attentats commandités par le général de Gaulle. Bon, vous savez que pour nous, c'est un dictateur, mais il n'est pas moins le président de la junte française.
Donc, en tant que président de la jeune française, le général de Gaulle a donné l'ordre de commettre des attentats sur le sol européen. Ça a tué un citoyen allemand qui fournissait des armes au FLN. Ça a tué un citoyen, il est belgo-suisse, on va dire comme ça. Ça a tué des citoyens français. Oui. Et c'est le renseignement quand même français qui a donné, qui a commandité ces actes-là. Donc l'Occident a toujours utilisé le terrorisme pour subsister ou bien pour maintenir son hégémonie. Et l'Occident dit que l'Occident est terroriste. Ce n'est pas, c'est seulement reconnaître la nature réelle de l'hégémonie occidentale. C'est une hégémonie qui s'est maintenue par la terreur. On a vu cette terreur, d'ailleurs c'était l'une des stratégies en Irak lors de la guerre, la deuxième guerre d'Irak. L'un des généraux états-uniens, le général en charge de l'opération, avait quand même mis ça sous le signe de la terreur et de l'effroi. C'est dire que l'Occident même n'a pas peur de se présenter comme étant un État terroriste ou alors des terroristes. Une organisation terroriste. Oui. Aujourd'hui que l'Ukraine est justement en ruine, où est passé cet Occident qui promettait de mettre hors d'état de nuire la Russie sur le sol ukrainien? L'Occident aujourd'hui fait face à une crise structurelle importante. Cette crise structurelle est d'abord due à son économie qui est très fragile. Et cette économie est fragile parce qu'elle repose essentiellement sur le pillage des ressources des autres nations. Ce n'est pas le monde parfait de l'économie, d'Adam Smith qui nous a été raconté dans les universités. Ce n'est pas la libre circulation des biens et des personnes. Ce n'est pas la compétition qui a fait la puissance de l'Occident. C'est essentiellement le pillage des terres étrangères. Par exemple, quand vous regardez aujourd'hui, la Russie qui faisait son gaz bon marché à l'Allemagne, les Allemands déclaraient en 2021 que la Russie ne représente que 2,3% de commerce, d'échange avec l'Allemagne. Mais aujourd'hui, regardez, la fermeture des usines de Mercedes, de BMW, de Volkswagen en Russie a eu un impact considérable sur l'activité de ces grands groupes. Vous regardez l'Allemagne qui a perdu depuis, on parle de 250 000 entreprises. Ça, c'est le rapport d'août 2022. 250 000 entreprises, c'est le rapport du ministère de l'économie allemand. 250 000 entreprises ont fermé à l'est de l'Allemagne depuis les sanctions de l'Allemagne contre la Russie. C'est-à-dire la coupure, la réduction de ses achats de gaz, le gel des avoirs des Russes, un ensemble de mesures tout à fait farfelues, mais qui ont eu plutôt des répercussions sur l'économie allemande. On constate que l'Allemagne aujourd'hui est en train d'être mise à genoux, avec 2,3%. Donc l'Occident d'abord ment sur la réalité de son économie. Ils disent que c'est une économie qui est performante de l'intérieur alors qu'elle dépend en grande partie des autres nations. Vous avez donc ce modèle économique qui n'est plus viable parce qu'il y a une prise de conscience au niveau international. Les nations qui étaient pillées n'entendent plus se laisser faire. Elles veulent davantage rentrer dans leur souveraineté. Et vous voyez que c'est pourquoi il y a un gros problème au niveau de l'Occident et c'est pourquoi eux aussi, ils avancent dans ce qu'ils appellent le mondialisme. Ils ont peur du souverainisme essentiellement parce qu'ils savent que des États souverains, ça sera la mort progressive de l'Occident. Donc, ils se battent contre les souverainetés, ils se battent contre le respect des souverainetés parce qu'ils ne veulent pas que ce modèle économique qui est tout à fait vicieux et vicié, ça s'estompe, ils veulent que ça continue. Donc, vous avez donc cette crise structurelle, d'abord elle est économique, ensuite il y a une crise culturelle. L'Occident est en train de tomber dans ce qu'on appelle un ultralibéralisme. Un ultralibéralisme qui voit monter des modèles culturels qui sont contre-valeurs, qui sont des contre-valeurs. Vous avez par exemple les groupes LGBT. On se demande bien, pour une société où il y a un besoin de population, comment est-ce que le renouvellement de la population se fera
avec des personnes qui entendent désormais avoir une sexualité entre personnes de même sexe. C'est une aberration. Donc, c'est des crises culturelles. Il y a des nouvelles idéologies qui se développent en Occident. Par exemple, l'écologisme. On parle de défendre l'environnement, mais aujourd'hui, 80% des acteurs qui étaient les pionniers de la défense de l'écologisme reconnaissent qu'en fait, ils ont créé une fausse bulle pour faire peur à certaines nations et faire peur aux autres êtres humains. Vous avez dans cette crise culturelle, vous avez aussi un individualisme, un ultra-individualisme qui s'est développé en Occident, tout pour moi et rien pour les autres. C'est un peu ça la culture occidentale. On a vu les conséquences avec la création des EHPAD, des maisons pour des vieux, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous occuper de votre père, oui, votre mère, vous l'envoyez dans une maison de retraite. Donc, cette crise culturelle de l'Occident fait que l'Occident n'est plus viable. Vous avez maintenant une crise politique, vous avez une élite, et dans la crise culturelle, nous avons oublié de le dire, il y a aussi une déchéance de la pensée. Ceux qui sont présentés comme les penseurs, les grands penseurs de l'Occident aujourd'hui, ne proposent plus une pensée assez solide, comme on a remarqué pendant les Lumières, des penseurs comme Rousseau, comme Adam Smith, Ricardo, Wittgenstein, des auteurs, des personnes qui avaient une certaine consistance intellectuelle. Mais l'Occident ne propose plus ça. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont des usurpateurs, un peu comme Bernard-Henri Lévy. Hein. Vous avez un usurpateur comme ça, qu'on vous présente comme étant un philosophe de qualité. Vous avez des hommes comme Strauss, hein, Lévi-Strauss, qui développe des théories comme la théorie du noble mensonge, théorie qui gouverne les médias occidentaux. Et vous voyez que c'est devenu des organes de mensonge, propagande du mensonge. Le matin, c'est le mensonge, le soir, c'est le mensonge. On vous raconte des débilités sur l'Ukraine. On nie l'existence d'ultra-nationalistes néo-nazis en Ukraine, alors que c'est la réalité même de ce pays. On donne l'impression que vous appartenez à un monde de liberté, alors que l'Occident croule sous le joug de gouvernements liberticides qui les empêchent de manifester et de défendre des causes nobles. On vous entraîne dans la défense de causes sordides, par exemple les LGBT. C'est un peu ça. Il y a une crise intellectuelle en Occident. Et cette crise culturelle est doublée, elle va provoquer également une sclérose au niveau politique. L'Occident ne peut donc plus se réinventer. C'est tout ça qui fait que structurellement l'Occident est pris à la gorge. L'Occident ne peut pas venir en aide à l'Ukraine parce que l'Occident même est en crise. Et Zelensky n'est que, pour le comprendre, moi j'aime à l'appeler le clone sanglant de Kiev. Alors le clone sanglant de Kiev, pour le comprendre, il faut le mettre comme étant simplement un objet dans la grande mécanique de l'Occident. Oui. Donc vous avez l'empire du mensonge, donc les menteurs, les médias mensonges, c'est la crise culturelle, les politiques qui ne sont incapables de se réinventer, ils sont devenus dociles, c'est des toutounet dans la main des oligarques états-uniens, et une économie qui est elle-même gouvernée par un modèle culturel non viable, comme l'égocentrisme à outrance, fait que l'Ukraine est embarquée dans une mécanique de mort qui produit essentiellement la mort. Aujourd'hui, les morts en Ukraine ne sont que la conséquence de la véritable nature de l'Occident. L'Occident ne réagit pas parce que l'Occident a longtemps menti. L'Occident ne peut pas tenir une guerre réellement aujourd'hui. Le rapport du Sénat français laisse comprendre que pour une guerre de haute intensité comme celle qui se passe sur le territoire de l'Ukraine, la France ne tiendrait pas 5 jours. On dit qu'au bout de 3-4 jours, il sera à court de munitions. Donc, vous voyez un tel pays, comment ils vont soutenir l'Ukraine. Vous avez l'Angleterre qui aujourd'hui est asphyxiée du point de vue économique. Le prix des énergies a grimpé de plus de 40%. Vous avez un pays où 9000 entreprises ont fermé rien qu'au mois d'août. L'Angleterre, comment l'Angleterre peut s'engager dans une guerre contre la Russie? Vous avez les États-Unis qui font des profits énormes dans cette guerre. En fait, eux, c'est les véritables gagnants de la guerre. Ils sont là pour du business.
l'endettement de l'Ukraine est une mise sous hypothèque du pays en lui-même. Et c'est pourquoi les États-Unis ont un fort intérêt à ce que l'Ukraine reste une nation. Parce que si jamais l'Ukraine se désintègre, il ne sera plus question de remboursement de cette dette. Donc les États-Unis qui sont dans un modèle d'endettement et de colonisation par la dette et par des mécanismes économiques de l'Ukraine, eux, ils font semblant d'aider l'Ukraine, mais en fait, ils lorgnent les gains d'après la guerre. Donc l'Ukraine est prise en otage par un ensemble d'appétits voraces et ces acteurs ne sont malheureusement pas prêts à courir le risque de leur propre vie pour défendre cette Ukraine. Justement, je vais vous poser la question, est-ce que l'Europe n'est pas prise aujourd'hui en otage par les États-Unis d'Amérique? Et on le voit depuis justement le début de cette opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine. Nous sommes en train de travailler sur un projet de livre, sur le livre, nous l'écrivons, c'est l'impensé de l'État postcolonial. Et effectivement, l'un des éléments, c'est une critique que nous adressons à l'égard de Achille Mbembe, qui est aujourd'hui un des grands penseurs de l'Occident, parce qu'il faut le mettre dans le bloc de l'Occident. N'est plus occidental seulement celui qui est né en Occident. Parfois, il y a des Africains qui sont des Occidentaux dans la peau. Alors, il parle de l'État postcolonial. Et la réalité de l'État postcolonial n'est pas seulement visible en Afrique. L'État postcolonial, c'est un État qui concerne également l'État occidental. Et la réalité postcoloniale rattrape aujourd'hui l'Occident, justement parce que l'Occident n'a jamais pu se penser dans la postcolonie. Et c'est quoi cette réalité postcoloniale? C'est que, du moins, quand on dit postcolonial, c'est du point de vue occidental, c'est la partie des indépendances. L'Occident n'a jamais compris que la dynamique prédatrice qui gouverne l'État postcolonial est une dynamique de mort. Est une dynamique qui menace même le type de relation qu'on a avec les autres. Parce qu'un prédateur peut manger ses congénères si jamais il ne voit plus de proie. Et c'est aujourd'hui le cas avec les États-Unis et l'euro. Les États-Unis considèrent, c'est un peu comme deux lions qui dans la jungle se sentent à un moment à l'étroit et l'un veut à tout prix gouverner dans cette jungle. Donc les États-Unis ont senti une menace de l'Europe. L'Europe constituait une menace économique pour les États-Unis. Et ils se sont dit, si cette Europe se constitue, ce sera nécessairement opposé au projet hégémonique occidental. Parce qu'il y aura un projet hégémonique européen. Donc les États-Unis ont réfléchi ont été très rationnels. Ils ont donc attaqué la puissance que constituait l'Europe en matière d'hégémonie. Ils ont déconstruit cette Europe. Ils l'ont fait de manière froide et alors là, de manière brillante. Ils ont colonisé l'Europe, ça c'est vrai, ils ont colonisé l'Europe exactement comme l'Europe colonisait en Afrique. Ils ont d'abord pris les jeunes élites européennes qu'ils ont fait passer par des circuits d'aliénation culturelle qu'on appelle les young leaders. Ils ont formé, Macron, il est un young leader, ils ont formé ces young leaders à réfléchir pour l'hégémonie états-unienne. Et aujourd'hui, la conséquence est flagrante et dévastatrice sur le continent européen. Vous avez donc une Union européenne qui a plus de young leaders qui sont à plat ventre devant les États-Unis que des gens qui sont prêts à défendre leurs intérêts. C'est la situation actuelle de l'Europe et cette Europe, elle a été colonisée. Cette Europe ne peut plus résister aux États-Unis, elle ne peut que accomplir les volontés des États-Unis. Volodymyr est dans ce plan macabre contre Malheureusement, lui, il est même, nous allons reprendre un peu Sartre jusqu'aux couilles. Donc il a mis ça jusqu'au couilles. Oui, il en a, on dirait même jusqu'aux épaules. Parce que Volodymyr, c'est la consécration d'un artiste, même pas de seconde zone. On dit qu'il faisait les tapettes. Vous savez, en matière d'art, quand vous faites encore les tapettes, ça veut dire que vous ne faites même pas encore vos classes. Vous êtes dans l'apprentissage sur le tard. Oui. Et donc, Volodymyr, c'est un acteur qui n'est connu que de quelques personnes dans son pays. C'est un humoriste qui est sollicité pour son courage à réaliser ce que tout le monde craint de faire en public. Par exemple, jouer au piano avec, vous voyez un peu? Sa partie génitale. Sa partie génitale, il faut quand même être assez courageux et résistant pour supporter, endurer la douleur d'un tel exercice. Donc,
Volodymyr, c'est ça. Et c'est l'individu qui est prêt à tout pour réussir. Il est mêlé dans la montée des trafics d'êtres humains, aux mafias qui trafiquent, qui exercent le trafic d'êtres humains en Ukraine. Oui. Il est lié à un homme d'affaires qui est réputé pour son caractère corrompu, Kolomoïsk, qui est le patron d'ailleurs de la chaîne de télé qui réalise ces spectacles et qui assure la montée progressive de Zelensky. Donc Zelensky rentre dans des canaux qui plaisent aux États-Unis. Un homme corrompu, un homme qui a une morale en lambeaux, un homme qui a le courage de faire ce que tout le monde horrifie, et un homme qui est simplement prêt à réussir. Ils se disent, voilà le bon individu à coopter. Et il est pris donc dans les mains de Kolomoïsk qui a des liens avec le fils de Joe Biden. Vous savez que d'ailleurs le fonds d'investissement Rosemont, c'est Kolomoïsk qui est derrière, mais il a mis le fils Biden, Hunter Biden, président de Rosemont. Et c'est Rosemont qui développe, qui se charge de la construction de laboratoires biologiques états-uniens à usage militaire sur le territoire ukrainien. Donc, et quand les Hunter Biden cooptent Zelensky, il y a d'abord eu un premier scandale, parce qu'il y a un scandale de corruption, mais ça n'a pas empêché que ce dernier arriva au pouvoir. Donc, c'est l'ascension d'un individu dangereux dans la société ukrainienne qui a été coopté par les États-Unis sur un modèle de perversion et un modèle vicieux. C'est le triomphe de cet individu-là quand vous le voyez émerger. Donc l'Ukraine ne peut pas compter sur un tel homme. Parlons justement de Volodymyr Zelensky. Le soir même du lundi 10 octobre dernier, il a déclaré, je cite, « L'Ukraine ne peut pas être intimidée ». Il promet d'ailleurs des combats encore plus douloureux contre la Russie. Que valent d'ailleurs ces propos? Oui, mais c'est le même homme qui le même soir dit « Ils sont prêts à nous tuer jusqu'au dernier ». Et il pleurait. Il pleurait. C'était un peu amusant parce qu'il y a de cela une semaine, il déclarait, une semaine jour pour jour, le lundi d'avant, il déclarait qu'ils feront rentrer les Russes ils arriveront à Moscou, ils les tueront un par un. Et le même pleurait en disant qu'ils veulent les éliminer tous. Donc, ce n'est pas un individu qui a une parole assez consistante. Il ne faut pas le prendre au mot. Il est réputé pour ses bravades. Il dit des choses. Mais est-ce qu'il est lui-même encore, s'il croit en ses paroles, est-ce qu'il est encore à Kiev? Où est donc passé l'Occident pour le soutenir? L'Occident joue un jeu pervers. Il faut qu'on le sache. Il faut le dire assez fort. L'Occident joue un jeu pervers. L'Occident est dans sa mission, c'est l'égocentrisme à outrance. C'est son intérêt d'abord. Les États-Unis particulièrement sont dans un processus qui leur permet de faire d'une pierre deux coups. Dans le cas ukrainien, ils accentuent le contrôle de l'Europe, de l'Union européenne. Ils accentuent, ils renforcent les compromissions de l'élite européenne, oui, et ils prennent davantage le peuple européen en otage. Et de l'autre côté, sur le territoire de l'Ukraine, ils mènent une guerre de procuration contre la Russie. Donc, pour les États-Unis, ils gagnent à tous les niveaux. Ils sont en train de renforcer leur hégémonie sur le territoire européen. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont peur que l'émancipation de l'Afrique pourrait leur conférer une Europe vide. Parce que derrière l'Europe, ils voient les colonies que l'Europe avait possédées hier sur le territoire, sur le continent africain. Donc, si l'Europe perd ses colonies, et c'est le cas actuellement, les États-Unis prennent simplement un paquet vide. Parce que l'Union européenne en elle-même, sans ces territoires-là, ne vaut pas grand-chose. Donc, aujourd'hui, ils sont en train de mener ce jeu. Alors, Zelensky, c'est essentiellement le pion dans cette mécanique. Et le territoire de l'Ukraine, ça n'est même pas important à leurs yeux. Pour eux, imaginez-vous que vous voulez atteindre quelqu'un et que vous avez trouvé un moyen de lui faire la bagarre quelque part qui n'est pas chez vous. Mais ça vous arrange que ça se casse. Ou bien que tout ce que vous faites là-bas, vous savez que de toutes les manières, ce n'est pas chez moi.
Donc, les États-Unis, ils s'en foutent pas mal de ce qui se passe en Ukraine. L'Union européenne, encore moins. C'est une fausse solidarité, ce que vous voyez. Ce qui est véritablement derrière, c'est essayer de récupérer l'Union européenne et l'Union européenne l'entraîner davantage dans un effondrement, dans la confrontation avec la Russie, parce que les États-Unis savent bien que le GNL, le gaz liquéfié, est quelque chose de très cher, qu'ils vont vendre très cher à l'Europe, et ils savent que l'industrie européenne repose, la croissance économique européenne reposait sur son commerce bon marché avec la Russie. Donc, pour eux, ce n'est pas très intéressant d'intervenir dans ce conflit. Il n'y a que le Zelensky qui croit à ses paroles, et à ses bravades et à ce qu'on lui promet. Mais le reste, tout le monde sait qu'il est quand même l'agneau du sacrifice. L'agneau du sacrifice, on vous comprend parfaitement. Hein. Jonathan Matingale, merci d'avoir été là ce matin. Merci. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur notre chaîne. L'information y est. On continue 24 heures sur 24. Bonne journée à toutes et à tous.